Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de On Jase là, l'émission où on vous parle d'un sujet qui nous intéresse. Alors je suis entouré de Rosemary. Bonjour. Samuel. Allô. Clarence. Allô. Et je suis Marc-André. Et cette semaine, émission spéciale, on reçoit notre premier invité, Anthony Laplante-Paquin. Bonjour. Salut Anthony, comment ça va? Ça va très bien, vous autres? Ben Très bien. Merci. Donc Anthony, t'es enseignant au secondaire en histoire. T'enseignes en quelle année déjà en ce moment? Secondaire 1 et 2 cette année. Ok. Donc beaucoup de gestion de crayon rouge versus crayon bleu. Ok, Mais, des gros enjeux. mais oui, gros enjeu. Secondaire 5 l'année passée. Ok. Donc secondaire 1, 2, t'enseignes quoi un peu en ce moment? C'est quelle partie de l'histoire? Parce que ça change tellement souvent que... Ouais, secondaire 1, on commence par leur apprendre à compter le temps. Carrément. On commence vraiment du début. Puis on va se rendre, on parle des hommes des cavernes, on se rend jusqu'au Moyen-Âge. Secondaire 2, on commence avec la révolution scientifique, l'humanisme, puis on finit pas mal avec une espèce de jeu d'ensemble du 20e siècle, mais très très sommaire, là, pour un peu les outiller pour le cours de secondaire 5 qui vient après. Ok. C'est pas mal ça. Super. Puis aussi, en ce moment, t'es en train de compléter un baccalauréat en histoire. Ouais. C'est quoi tes intérêts là-dedans? Les périodes historiques qui t'intéressent le plus? Ben clairement le 20e siècle, c'est sûr, mais plus le temps passe, plus je me dirige vers le Moyen-Orient de plus en plus. Ok. Comme beaucoup la Deuxième Guerre et tout ça, Hitler et blablabla, ça a été la grosse affaire pendant longtemps, mais avec un peu de background puis d'expérience, je finis par me rendre compte que le Moyen-Orient, il se passe d'autres choses, puis il y a plus de trucs à dire là-dessus vu que c'est plus récent, c'est plus intéressant selon moi. Super. Donc justement, aujourd'hui, tu vas nous parler d'impérialisme iranien. Exactement, oui. Donc, de la période de la Révolution, des années 70 jusqu'à aujourd'hui, si je m'abuse, c'est ça? En gros, oui, mais il y a des trucs qui viennent avant, ça c'est sûr. Super. Mais avant de parler de ça, en fait, on va avoir notre chronique, notre traditionnelle chronique bière avec Rosemary. Oui. Donc aujourd'hui, je vous présente la bière Berliner Weisse de la microbrasserie Noire et Blanche à Saint-Eustache. Donc c'est une bière de type Berliner Weisse, le nom de la bière, c'est le type. Dans le fond, ça, c'est une bière d'inspiration allemande. Puis c'est un type qui a failli disparaître au début du 20e siècle, mais qui revient vraiment en force présentement, qui revient vraiment populaire. Donc, les Berliner Weisse, ce sont des bières qui sont très, très légères. Donc, celle-là, on parle de 3% d'alcool. Donc, c'est une bière de blé qui est légèrement sûre. Donc, c'est ça. Celle-ci, elle l'est également. Donc, elle rentre vraiment dans le cadre des Berliner Weisse. C'est une bière qui est très, très douce et très peu amère, comme vous pouvez le constater. Il y a vraiment, c'est ça, le petit côté sûr et acidulé. On sent bien le citron, mais on sent aussi beaucoup la céréale, le blé. C'est une bière qui a une grande effervescence aussi, puis c'est vraiment une bière qui est très, très rafraîchissante, une vraie bière d'été. Malheureusement, c'est une émission audio, donc on peut pas voir la couleur. Moi, on dirait vraiment un verre de champagne, un peu Oui, brouillé. c'est très clair. Très, très pétillante pâle. aussi. Oui, c'est ça, comme je disais, grande effervescence. Donc moi, ça a vraiment été un coup de cœur. Personnellement, là, moi, c'est vraiment mon type de bière. Une belle découverte pour ma part. J'espère que vous l'appréciez aussi. Ben, c'est facile à boire, mais c'est pas de la Coors Light non plus, tu sais. Non, exactement. Heureusement. J'étais un peu moins convaincu du goût surette de mon côté. Oui, ben les bières sûres, c'est particulier quand même. On aime ou on n'aime pas, là. Mais quand même, je trouve que c'est une belle entrée en matière pour une bière sûre parce qu'elle l'est pas trop. Ben, c'est ça attaque pas vraiment. On sent le comme tu dis, le côté acidulé, le côté un peu surette, mais il dure en même temps pendant à peu près 4-5 secondes. Mais c'est super, super discret. Donc, c'est très, très bon. Donc voilà, la Berliner Weisse de la microbrasserie Noire et Blanche. Noire et Blanche, ils vendent où? Ils ont beaucoup de points de vente ou... Ben, ils se trouvent pas vraiment en épicerie encore, il me semble. Moi, personnellement, je vais souvent magasiner dans les magasins d'Espace Soublon, où est-ce qu'on les trouve très facilement. N'importe quel magasin où est-ce qu'ils vendent beaucoup de bières de microbrasserie. Ouais, c'est ça. Soit les bières au menu, ces choses-là. Là. Je sais qu'ils ont leur boutique aussi qui est ouverte la fin de semaine. Donc, Noire et Blanche, en fait, c'est une à microbrasserie, un restaurant à Saint-Eustache, dans le vieux Saint-Eustache, puis ils ont leur boutique qui ouvre depuis peu, juste à côté. Ça fait pas longtemps qu'elle est ouverte, mois, cette boutique-là, mais oui, elle se vend directement sur place également. Super, merci beaucoup. Merci. Délicieux. Ouais. Et maintenant, on passe à l'Iran et l'impérialisme avec Anthony. C'est moins léger, disons. Alors, c'est pas 3% certain. Légèrement. Premièrement, peut-être mettre certaines balises qui vont pouvoir guider le sujet. La première étant les nombreuses conceptions erronées qu'on a par rapport à ce pays-là, qui font en sorte que nos relations sont difficiles, justement. Puis on va voir que ces mauvaises perceptions-là sont volontairement entretenues par les élites politiques iraniennes, parce que
Ça fait leur affaire qu'on soit dans le champ finalement. Donc, il y a ça d'une part. Donc, pourquoi est-ce qu'on comprend mal ce pays-là? Pourquoi on a autant de misère? Le deuxième volet, plutôt, ce serait de voir un peu c'est quoi la situation géopolitique actuelle. Donc, c'est quoi les objectifs de l'Iran? C'est quoi ses desseins, les bons comme les mauvais? Et finalement, ce serait un peu de voir c'est quoi l'avenir de cette région-là, advenant que les plans de ce pays-là se réalisent finalement. Donc ce serait un peu les trois axes là, de la conversation si on veut. Donc, Super. ça va. Parfait. Ben oui. Donc, première chose, tu as mentionné la révolution il y a quelques minutes. C'est un des premiers problèmes en fait parce qu'on a tendance à penser que l'Iran en a après nous à cause de cet épisode-là alors que ça remonte à beaucoup plus longtemps. Pour faire une histoire courte, si c'est possible. Ben oui, t'es là pour ça. Si c'est possible. Après la Première Guerre mondiale, on a eu les accords Sykes-Picot, donc entre les diplomates britanniques et français, Sykes et Picot, qui ont entrepris de se diviser le Moyen-Orient comme si c'était une vulgaire tarte finalement en prenant aucunement compte des revendications des populations qui se trouvaient là. Ouais, les deux pays avaient déjà beaucoup d'expérience avec l'Afrique. Exactement. C'était pas la première fois qu'on faisait ce genre de choses-là. Ouais. Puis, bon, peut-être pour faire un petit détail que j'ai pas mentionné, c'était l'Empire ottoman qui était là avant, qui couvrait une vaste partie du Moyen-Orient. Et les Britanniques et les Français, après la guerre, vont se diviser ces territoires-là. Mais on avait promis aux Arabes l'indépendance, finalement, ce qui est jamais arrivé. Donc, les Iraniens, aujourd'hui, ils nous reprochent ça encore aujourd'hui. Donc, ça fait longtemps que les Iraniens ont un problème avec la présence de l'Occident au Moyen-Orient. Oui. Dans le fond, les Ottomans, le territoire qu'ils couvraient, je sais que c'était beaucoup comme dans la péninsule arabique, mais l'Iran qui se trouve de l'autre côté la mer, est-ce que les Ottomans étaient présents aussi? Oui. L'Iran a été sous occupation ottomane pendant assez longtemps. L'Iran a été sous l'occupation de ben du monde, en fait, quand on y pense. Mais l'Iran a aussi occupé beaucoup de monde. Ce qu'on a tendance à oublier, c'est que les Iraniens, c'est des Perses. C'est pas des Arabes. Puis l'Empire perse, c'est probablement l'entité géopolitique la plus importante de l'histoire pour la simple et bonne raison qu'il était au centre du monde, entre les civilisations européennes, entre les civilisations chinoises, puis ça a toujours été une plaque tournante entre les peuples. Donc les Perses ont comme un peu fédéré ces régions-là, si on veut. Puis encore là, ça fait des siècles que théoriquement les frontières de l'Iran ont pas changé. C'est un pays hyper stable, puis c'est probablement le plus stable de la région aussi. Donc les Iraniens, eux autres, ils sont dans une situation où ils sont conscients de ce rôle de pivot-là qu'ils ont à travers le monde. Puis ils vont toujours reprocher aux Occidentaux d'avoir fait sentir une influence qui était motivée par du colonialisme pur et dur. Là. C'est pas comme si les Occidentaux s'étaient pointés là en amenant un progrès significatif. Tout ce qu'ils ont amené, c'est des frontières plus compliquées puis plus de violence finalement, pour des intérêts purement pécuniers là, au final. Donc ça, c'est une des premières raisons pour lesquelles on a autant de difficultés à comprendre ce pays-là. C'est parce qu'on est persuadé que les problèmes ont commencé dans les années 50 alors que ça a commencé il y a plus de 100 ans. Donc ça, c'est la première chose. Un exemple de ça, il y avait une secrétaire d'État américaine, Margaret Albright. Albright, exactement. Je cherchais dans les années 90 sous Clinton. Exactement. Puis elle a fait une espèce de mea culpa. Elle est sortie dans les cercles très privilégiés de Washington. Là. Elle n'a pas dit ça à la radio grand public, disons. Mais avec l'élite politique, elle avait prononcé un discours qui avait fait un tollé. Comme quoi les Américains reconnaissaient leur responsabilité dans le coup d'État des années 50, puis les conséquences que ça avait pu avoir. Le problème, c'est que les Iraniens en ont fait aucun cas, parce que pour eux autres, la révolution, c'est un épisode dans la longue histoire du colonialisme puis des abus des Occidentaux. Fait que les Iraniens, eux autres, ils vont entretenir ça, cette espèce de mentalité-là, comme quoi c'est là que le problème a commencé. Puis nous autres, on se leurre complètement en pensant ça. Les excuses, puis le mea culpa qu'on doit faire à l'Iran, c'est beaucoup plus vaste. Tu parles des Américains, bon, on était à une période de Pax Americana, etc. Donc oui, c'est la superpuissance, mais tu as parlé de la séparation du Moyen-Orient entre les Français et les Britanniques. Est-ce que les Américains, ça a été là qu'ils ont commencé à s'insérer, s'immiscer. Ouais, s'ingérer. Voilà, faire de l'ingérence politique. En Iran, à partir du moment de la Révolution, où il y avait déjà comme une présence américaine. Bonne question. Pas vraiment à ce moment-là. C'est surtout les Français et les Britanniques qui ont été là. Puis dans le fond, faut pas oublier que l'Irak, c'est une création britannique.
Ces frontières-là n'existaient pas avant. L'Irak a été occupé par un nombre assez appréciable de puissances étrangères à travers l'histoire, mais l'Irak contemporain tel qu'on le connaît, c'est une création des Britanniques. Puis ça, les Iraniens le digèrent pas encore non plus. Que des États aient été créés, qui aient été enclavés littéralement par les occupants étrangers. Donc il y a tout ça qui compte. Les Américains, ils vont commencer à faire sentir leur présence quand l'Iran va commencer à s'aligner avec les communistes, justement, tranquillement, pas vite. Un peu l'axe Syrie, Iran, Russie, là, si on veut, qui est encore là aujourd'hui. Les Américains vont aller mettre leur nez là-dedans, plus pendant la guerre froide que pendant l'entre-deux-guerres, si on veut. Ben c'est ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression que les États-Unis ont commencé à faire plus preuve d'ingérence politique pendant et après la Seconde Guerre mondiale, parce que à la chute de l'Empire ottoman après la Première Guerre mondiale, cette région-là, moi je connais moins par contre la région de l'ancien Empire perse, moi je connais plus tout ce qui est à la région à l'est de la Méditerranée, mais lorsque le Liban est passé sous tutelle française officiellement en 1920, la France avait clairement fait affaire avec les élites chrétiennes maronites libanaises pour prendre la tutelle politique du Liban, et en contrepartie, la Syrie, elle, a fait affaire avec les Britanniques pour avoir, disons, tout ce qui est avantages politiques et exploitation de ressources. Même chose pour la Palestine, qui appartenait théoriquement à l'Empire britannique avant 1948. Ouais, c'est vrai. T'as juste un petit détail, la France, la Syrie, ça a été un département français, pas britannique, mais c'est à côté. L'idée, c'est que les Occidentaux ont mis leur nez dans des choses qui ne les regardaient pas. C'est pas mal ça qui est arrivé. Oui. Puis dans le fond, ça, à partir des années 50, c'est là, si je me trompe pas, que les Américains rentrent plus en jeu, qui installent le Shah d'Iran, donc le dirigeant de la région, puis c'est là que je pense que l'ingérence américaine vraiment commence. C'est là qu'elle prend une autre portée. Tournure, Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'Iran, comme beaucoup de pays à cette époque-là, vont commencer à faire la transition vers des régimes plus autoritaires avec un semblant de démocratie parlementaire, si on veut. Puis c'est intéressant que tu dises ça, parce que ça, c'est une autre conception erronée qu'on a, que les Américains, en fomentant le coup d'État avec le Shah d'Iran, ont détruit une institution et mis à mort un peuple au complet, alors que c'est complètement faux. L'institution du Shah d'Iran, théoriquement, a jamais disparu de la constitution du pays. Okay. Théoriquement, le Shah d'Iran pouvait remplacer le premier ministre pas mal quand il voulait. Un peu comme la reine d'Angleterre va pas se mêler de ce qui se passe chez nous. C'est un peu la même chose qui se reproduit dans ce pays-là. Le Shah était parfaitement conscient qu'il fallait traiter avec des forces républicaines pour le bien du pays. On était rendu là dans l'histoire. Donc le Shah, théoriquement, a jamais été complètement évincé. Donc en partant de dire que les Américains l'ont remis, c'est discutable. Par définition, c'est pas vraiment vrai. La deuxième chose, encore une fois, c'est que faut pas nier que l'héritage du Shah a quand même amené l'Iran à un autre niveau. Sur le plan économique du moins. Les politiques du Shah ont pas été si désastreuses en termes économiques, c'est en plus en termes de droits humains que ça a posé problème, si on veut. Donc, de faire un mea culpa parce que les Américains ont fomenté ce coup d'État-là, les Iraniens en ont pas grand-chose à foutre. C'est un élément sur la liste. Sur la longue liste des méfaits commis. Donc, en partant, ça c'est une autre chose qu'il faut qu'on comprenne par rapport aux Iraniens, que le coup d'État, malheureusement, c'est pas la pierre angulaire du problème. Okay. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant aussi. On considère les Iraniens comme des islamo-fascistes, là, carrément comme une puissance qui est intégriste, musulmane, fanatique, alors que les Iraniens, c'est probablement les musulmans les plus raisonnés et les plus pragmatiques de cette région-là. Pour la simple et bonne raison que eux autres, ils ont un regard beaucoup plus objectif sur l'histoire que les royaumes sunnites ou les alaouites en Syrie ou peu importe. Les Iraniens, ils ont de big picture, si on veut. Ils comprennent les enjeux du colonialisme, puis encore là, le coup d'État, ben, c'est pas suffisant. Ça suffit pas à expliquer les choses. Fait que ce serait comme ça le premier volet, si on veut. La nécessité de se rendre compte à quel point on comprend rien à ce qui se passe là-bas. Le coup d'État, c'est pas un gros morceau. Beaucoup moins gros que ce qu'on pourrait le croire. C'est pas vrai que les Iraniens, c'est des fanatiques. Puis la troisième affaire, ben, eux autres,
ils comprennent mieux ce qui se passe que nous. Mais en même temps, ça reste quand même une théocratie. Ça reste quand même que le guide suprême, c'est un chef religieux, qu'il y a des règles extrêmement strictes, l'ayatollah, c'est ça exactement, qu'il y a des règles extrêmement strictes, pardon. C'est pour ce qui est des femmes qui sont obligées d'être voilées en public, les trucs comme ça. Tout à fait. Il y a ce volet-là. Ça, c'est clair. Ouais. Je dirais que ça m'amène un peu au deuxième point de la discussion, si on veut, de voir c'est quoi les prétentions de l'Iran dans cette région-là. L'Iran, eux autres, à la différence des royaumes sunnites, par exemple, eux autres, ils ont entrepris de structurer leur clergé. Ce royaume sunnite, ça, c'est Arabie Saoudite. Arabie Saoudite, Qatar et compagnie. Là. Tous ces royaumes-là qui vivent dans une opulence pas d'allure. Qatar est chiite, par contre. Hein? Le Qatar est chiite. Les Émirats arabes sunnites. Mais ouais, oui, j'ai dit le Qatar, mais c'est les Émirats. Merci de m'avoir corrigé, c'était les Émirats. Mais l'idée, c'est que le schisme à la base en islam est basé sur des querelles de succession pour Mahomet. Parce que Mahomet, c'était pas juste un prophète, c'était un chef de guerre, un chef de guérilla, surtout un chef de clan. Les Arabes à cette époque-là sont encore très claniques, puis la plupart du temps, le clan va l'emporter sur la religion, là, encore à cette époque-là. Là, on est dans les années 600-700 à peu près. Oui, là, on est vraiment au début là, du schisme. Là. Mais l'idée, c'est que on va avoir les sunnites d'un côté, puis on va avoir les chiites de l'autre. Et les chiites, dans leur tête, eux autres, dans leur mythe religieux, si on veut, ben, c'est eux les opprimés. Puis d'une certaine façon, c'est vrai. Il y a toute une doctrine du martyr chez les chiites qui ont été dominés, abusés par les sunnites pendant très longtemps, au même titre que les catholiques et les protestants vont s'entretuer dépendamment de où ils se trouvaient. Là. C'est pas vraiment très très différent. Les chiites, eux autres, ont comme cette idée-là de justice dans leur église, comme quoi il y a une justice qui doit être rétablie. La doctrine du martyr, c'est ça qui mène le chiisme, carrément. Donc, d'avoir été opprimé pendant aussi longtemps, autant par les Occidentaux que par les Sunnites, ben ça a comme donné aux chiites de toute la région une cause commune. Donc, qu'on soit en Turquie, qu'on soit en Syrie ou en Iran, ben les chiites sont quand même d'accord sur l'essentiel, puis que c'est là que l'ordre des choses, il faut qu'il change, tout simplement. Donc, les Iraniens, eux autres, ils ont structuré leur église. Tu l'as mentionné, l'ayatollah iranien, oui, c'est un chef religieux, mais c'est aussi un universitaire. C'est des gens qui sont extrêmement instruits. Ils sont peut-être religieux, peut-être fanatiques un peu sur les bords, mais c'est pas des illettrés. Là. Non. Au contraire. Alors que quand on regarde à quel point les royaumes sunnites sont complètement décadents, on voit que l'Iran peut prétendre à ramener l'ordre au Moyen-Orient, un peu comme les Américains ont cru qu'ils pourraient ramener l'ordre avec la démocratie à travers le monde. Donc les Iraniens, eux autres, ils peuvent brandir ça, que le continent est à feu et à sang, sauf chez eux. Oui. Et c'est à quel prix ça, on le sait pas encore. C'est un peu de leur faute si le continent si la région est à feu et à sang. Je veux dire, il y a un rôle à jouer là-dedans, le financement des terroristes, les guerres de proxy avec l'Arabie Saoudite. Clairement. Mais l'idée, c'est que l'Iran peut justifier sa politique expansionniste derrière le spectre de la loi et l'ordre. T'sais. Donc, est-ce que les ayatollahs iraniens sont des hommes de bonne volonté dénués de tout intérêt personnel? Clairement pas. Non. Ça, bienvenue dans l'élite politique en général. Ouais, c'est ça. Mais l'idée, c'est que les Iraniens peuvent prétendre rassembler les chiites de la région. Puis des chiites, il y en a en Arabie Saoudite, il y en a partout. Dans certains endroits, ils sont en minorité, dans d'autres, ils sont en majorité. Mais les Iraniens peuvent prétendre à ce grand rassemblement-là, si on veut. Okay. Ce qui implique un certain nombre de choses. Les Iraniens, premièrement, ce qu'ils veulent, c'est être considérés comme une pièce maîtresse de la géopolitique mondiale. Ils sont conscients de leur rôle de pivot. Puis ce serait une grave erreur de ne pas leur donner cette place-là. Puis là, c'est un parallèle qui est vraiment facile, mais qui illustre bien, je trouve. On a commis cette erreur-là avec l'Allemagne. Ouais. De ne pas la considérer comme une pièce maîtresse de la géopolitique du continent. On l'a traité en paria, avec des conséquences que je pense que j'ai pas besoin d'expliquer. Non, effectivement. Je pense pas. Donc, l'Iran, c'est un peu la même chose. Ce serait une grave erreur de continuer à l'humilier puis à le traiter comme un État voyou parce que les Iraniens en profitent de ça. Ils en profitent qu'on les perçoive comme ça parce que pendant ce temps-là, ils font ce qu'ils veulent dans leur coin. Mais c'est ça. Puis c'est une façon aussi pour le gouvernement là-bas, pour les hommes au pouvoir, parce que c'est pas mal juste des hommes, de s'assurer, dans le fond, de garder leur place dans leur théocratie, de s'assurer que le peuple fasse pas une contre-révolution. Exactement. Puis de toujours avoir des munitions contre l'Occident. Ouais.
de toujours en avoir. Donc tant et aussi longtemps qu'on va les traiter comme des islamo-fascistes qui savent rien, tant et aussi longtemps qu'on va considérer les Iraniens comme des barbares arriérés, ce qu'ils ne sont pas. C'est plus complexe que ça. Et c'est beaucoup plus complexe que ça, mais on les voit à travers ce prisme-là. Tu disais que l'Iran pouvait avoir la prétention de fédérer toute la pensée derrière le chiisme et de rassembler dans le fond les chiites. Moi, je peux pas m'empêcher de penser à la minorité alawite en Syrie, qui est une branche du chiisme, soit dit en passant, et dont fait partie toute la famille et le régime de Bachar al-Assad et de son frère, de son père Hafez al-Assad dans les années 90. Ouais, c'est son père qui était là. Son père, c'est ça. C'est ça. La question, parce que tu parlais de manière qu'avait l'Iran de prétendre à cette fédération-là, c'est quoi est-ce que l'Iran a une quelconque implication dans la guerre en Syrie en ce moment? Énorme. Oui. Tout comme l'Arabie Saoudite d'ailleurs. Mais je prends un peu ce que tu dis pour faire une petite parenthèse pour revenir à l'essentiel après. L'idée, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Iran a intérêt à ce que l'ordre revienne au Moyen-Orient. Beaucoup plus facile d'asseoir des prétentions impériales avec des populations qui t'accueillent à bras ouverts que de devoir les conquérir par la force. T'sais. Puis l'Iran, malgré tout le désordre qu'il peut créer, c'est dans le but justement de nous chasser, nous autres. Ouais. C'est contre l'Occident. Oui, carrément, mais c'est contre les alliés de l'Occident dans cette région-là aussi. Les royaumes sunnites sont la plus grosse cible. Ouais. Mais l'idée, c'est que les Iraniens fomentent le désordre, mais ils vont le faire de façon beaucoup plus calculée que les sunnites, par exemple. Quand tu regardes les attentats qui ont été commis par les Iraniens, ou du moins financés par les Iraniens, c'est souvent le Hezbollah qui fait ça, une milice chiite libanaise. Puis les attentats du Hezbollah, c'est contre des patrouilles israéliennes, c'est contre des avant-postes, c'est contre des cibles militaires, c'est des cibles qui sont signifiantes. Des consulats ou des ambassades américaines. Des consulats, des ambassades, exactement. Puis l'Iran est très méthodique dans sa façon d'appliquer le terrorisme parce que l'Iran a financé des détournements d'avions. Il y a eu des détournements d'avions au Koweït dans les années 80, financés par l'Iran. Puis ça a failli déclencher une troisième guerre mondiale. Fait que les Iraniens, ils ont arrêté de faire ça. Ils pratiquent le terrorisme, mais c'est pas un terrorisme qui est plus condamnable que Pinochet ou compagnie, tu sais. C'est de l'impérialisme pur et dur, puis rien d'autre. L'idée, c'est que les terroristes au service de l'Iran, ils ont un plan précis. Les terroristes sunnites, comme Al-Qaïda ou les Moudjahidines ou peu importe, eux autres, ils vont faire sauter des civils, ils vont aller se faire sauter sur des terrasses, ils vont tuer des enfants, ils vont tuer, puis c'est avec eux autres qu'on travaille. C'est ça qu'on a tendance à oublier. Les fanatiques religieux qui massacrent des innocents, c'est nos alliés et nos ennemis. Ouais, dépendamment de... Ça a déjà été des alliés par le passé, c'est devenu des ennemis. On pense juste la guerre d'Afghanistan entre l'URSS et l'Afghanistan, justement, dans les années 80. On finançait les Moudjahidines qui, après ça, sont devenus nos ennemis suite au 11 septembre 2001. Exactement. Donc, les islamo-fascistes, on pourrait dire, c'est plus nos alliés qu'on devrait désigner comme tels, beaucoup plus que les intégristes iraniens. Pas pour pas dire qu'ils sont pas intégristes eux aussi. Je veux dire, eux aussi sont fanatiques, mais quand t'entends des soldats américains crier Freedom, you sons of bitches avec leur machine gun, on est en droit de se demander c'est qui les fanatiques aussi. Donc il y a toute cette perspective-là aussi, là, que nous autres aussi, on en a des fanatiques dans nos armées, puis en Iran, il y en a également. Est-ce qu'on peut accepter que les femmes soient diminuées? Est-ce qu'on peut accepter d'être gouverné par la religion? Non. Mais ça, c'est un choix que les Iraniens font. Puis malheureusement... Ouais. Pas les Iraniennes. Non, c'est ça. Oui, exactement. Puis ça, c'est un gros problème. Puis est-ce que c'est vraiment un choix qu'ils ont fait? Je veux dire, c'est débattable. Là. C'est pas comme si c'était une démocratie que, il y a des éléments démocratiques là-dedans, mais c'est quand même extrêmement limité, puis au final contrôlé par le clergé. Là. Fait est-ce que c'est vraiment un choix qu'ils font? J'ai de la misère là-dessus. Là. Ouais. Ben ça c'est sujet à débat, je te dirais. Ouais. Mais l'idée, c'est que l'Iran dispose des forces et de la motivation pour mener son projet à terme. Ce que l'Iran veut ultimement, c'est annexer l'Irak. Ça, c'est la première affaire. Puis nous autres, les Occidentaux, on a deux choix face à ça. Si on abandonne l'Irak plutôt, l'Iran va le prendre. On le sait. C'est un fait. C'est pour ça que les Américains sont encore là aussi. C'est pour ça que les Américains sont là. Le problème, c'est que la guerre en Irak les saigne à blanc. Sur le plan international, en termes de réputation, mais aussi financièrement.
Ils ont fait des évaluations là, plus ou moins, puis ça a été évalué pour ramener l'ordre là, de façon rapide en Irak. Il faudrait dispatcher 1,5 million de soldats de plus. Puis pour combien de temps? Ça, c'est impossible à déterminer. Donc, l'Iran est parfaitement conscient de ça. Puis l'Iran, ils sont patients. Ils sont pas comme les royaumes sunnites qui vont envoyer des armes au premier venu sans réfléchir. Les Iraniens, ils savent en maudit c'est qui veulent avoir comme amis. Puis ils connaissent très bien leurs ennemis aussi. Donc, eux autres, ça leur dérange pas d'annexer l'Irak dans 20 ans. Dans 30 ans, dans 75 ans s'il faut. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais ils vont le faire au bon moment. C'est ça qui est fascinant avec l'élite dirigeante de ce pays-là. Ils sont tellement plus lucides par rapport à la réalité de la région que nous autres. En fait, plus longtemps on reste en Irak, plus ça fait leur affaire. C'est carrément ça. Nous, on va continuer de se saigner à blanc dans des guerres qui servent à rien. Puis pendant ce temps-là, eux autres, ils attendent. Mais la question de l'Irak, est-ce que c'est vraiment juste une question économique pour l'Occident? Parce que je comprends qu'il y a quand même des enjeux, par exemple, les champs de pétrole, etc. Est-ce que, mis à part ça, il y a un intérêt à ce que l'Irak soit un peu un protectorat, finalement? En fait, l'Irak va être soit occupé par les Occidentaux, soit annexé à l'Iran. Puis c'est les deux scénarios possibles. C'est que rendu là aussi, il y a déjà une frontière commune entre l'Iran et la Turquie, mais imagine, l'Irak qui est seulement à côté, la frontière ferait quoi, un peu plus de 1000 km rendu là, entre la Turquie qui est membre de l'OTAN et l'Iran. Est-ce qu'on veut vraiment être aussi proche que ça, tu sais? Parce qu'on s'entend que c'est une guerre qui se déclenche, nous autres, techniquement, on est obligé d'aller défendre la Turquie. Ça serait étonnant que la Turquie tombe en guerre avec l'Iran, mais c'est ce niveau-là stratégique de ce qu'on veut vraiment avoir une frontière aussi longue avec un pays en citation, l'axe du mal, comme avait dit George Bush. Ouais, carrément. C'est que j'ai un peu l'impression que par l'occupation occidentale, justement, de l'Irak, on continue d'aliéner les populations dans ce coin-là, puis on augmente justement les risques qu'un conflit se produise. En même temps, les États-Unis avaient commencé à se retirer sur Obama, puis au final, ce qui est arrivé, l'État islamique est arrivé, puis ont pris le contrôle de ces régions-là qui avaient juste un vide de pouvoir. C'était un État failli qu'on appelle un failed state. Ouais. Fait que, on est dans ce genre, l'Occident est dans cette position-là où elle peut pas partir, puis elle veut pas rester, mais elle a comme pas vraiment le choix non plus. Exact. Parce que sinon, il y a tellement un vide qui est là, il y a tellement pas de gouvernement solide qui est en place. Puis je veux dire, c'est pas pour rien que le Kurdistan irakien a déclaré son indépendance. Elle est pas faite. Ils sont sur le bord d'avoir un accord avec le gouvernement irakien. Fait que ça peut indiquer que ça commence à aller mieux dans ce pays-là en général. Mais on est encore loin de la coupe aux lèvres. Non, exactement. Puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'Irak, veut pas, c'est un peu la pierre angulaire de la région en termes de ressources pétrolières, premièrement. Parce que si l'Iran prend le contrôle de l'Irak, ils vont contrôler à peu près la moitié du pétrole de la région. Ce qui est pas forcément une bonne nouvelle pour nous autres, considérant qu'on est accro au pétrole, puis que malheureusement nos élites politiques ont un peu de misère à imaginer des solutions alternatives. Que l'Amérique du Nord est dépendante au pétrole. Mais ce côté-là, quand même, c'est ça, de moins en moins vrai. Parce que on est d'autres producteurs, c'est vrai. Ouais, puis avec le développement des gaz de schiste aux États-Unis, les Américains pourraient être indépendants en termes énergétiques sur le pétrole s'ils voulaient, pour plusieurs décennies. Fait que je pense que cet argument-là devient de moins en moins vrai. On aime quand même mieux avoir ce contrôle-là, évidemment. Sinon, ça donne un excellent prétexte pour occuper la région. Oui. Non, c'est clair. Mais non, Clarence, c'est la démocratie. Merci. C'est la démocratie. Non, mais l'idée, c'est surtout que, un peu comme tu as dit, les Occidentaux, ils veulent pas rester. Mais on est dans une situation où on n'a pas le choix. Parce que, une chose qui est peut-être un peu méconnue, c'est que l'Iran a déjà essayé d'envahir l'Irak dans les années 80. Quand Saddam Hussein était encore là, mais Saddam Hussein c'était notre ami à cette époque-là. On n'était pas encore rendu au stade de le tuer, ou de le renverser. On le portait encore dans notre cœur dans une certaine mesure. Puis l'armée irakienne, elle avait été entraînée, équipée par les Américains, entre autres. C'était une des plus grosses armées au monde à ce moment-là. C'était la 3e ou 4e, si je ne me trompe pas, c'était énorme. Puis dans le monde arabe, l'Irak était considéré comme une puissance conquérante et redoutable à bien des égards. Mais l'Iran avait déjà essayé d'annexer l'Irak, puis l'Iran, ça s'est fait planter par l'Irak. Ça a été une guerre super impopulaire. Les ayatollahs ont failli être renversés en Iran
après cette guerre-là, ça a mal viré, puis ça aurait pu être la fin de la révolution islamique. Là. Ça, puis il faut rappeler ça, qu'on est moins de 10 ans après la révolution iranienne de 1979, donc on n'a pas un pouvoir qui est consolidé. Là. Exactement. Vraiment pas. T'as encore des nostalgiques du Shah, t'as du monde qui veulent une vraie démocratie, puis t'as du monde qui sont pro-révolution. Donc... Exactement. Alors, ça a failli mettre le régime à terre, cette affaire-là, mais les ayatollahs ont été assez brillants, puis ils ont lâché la campagne d'Irak avant que ça aille trop loin. Puis là, depuis ce temps-là, les Iraniens attendent juste que l'Irak s'affaiblisse. En 2003, les Américains débarquent, explosent Saddam Hussein. Puis vous pouvez être certain qu'à la seconde où les bataillons américains débarquaient en Irak, ben le Hezbollah, financé par le Liban, débarquait en Irak aussi. Ils ont commencé, ils ont installé des lignes de communication, ils ont commencé à corrompre des ministres, ils ont commencé, le Hezbollah est partout. C'est une organisation terroriste qui est littéralement tentaculaire. Puis le Hezbollah, c'est la seule organisation qui a réussi à faire reculer Israël. Quand on y pense, Israël est rentré au Liban, puis ils ont trouvé une population fanatisée par le Hezbollah, puis il a fallu qu'ils s'en aillent parce que c'était la fin d'Israël si on continuait ça. Fait que l'Iran a placé ses pions, puis ça fait longtemps, puis ça on le sait. Fait que c'est ça qui est fascinant avec ce pays-là, c'est qu'il laisse rien entraver ses visées impérialistes. Ils sont en train d'allonger leurs tentacules, puis à la seconde où les Occidentaux s'en vont, l'Irak se fait annexer. Probablement d'autres régions aussi. C'est un peu hasardeux de dire ça, mais considérant le poids politique que le Hezbollah a au Liban, le Liban pourrait facilement devenir une province ou du moins une espèce d'état vassal. Un état client. Un état client de l'Iran avec toute une population chiite qui est un petit peu tannée de se faire bombarder par Israël. T'sais. Mais rendu là, ce que je me demande, c'est je sais pas si l'Iran irait directement jusqu'à une annexion de l'Irak. Je pense que ça serait trop risqué dans les circonstances. Je pense plus justement que l'Irak aurait plus de chances de devenir un état client de l'Iran. Ouais, ben c'est intéressant ce que tu dis parce que il y a cette notion-là de vouloir rétablir l'ordre. Parce que l'Iran annexera pas un pays qui est à feu et à sang. Ouais. Donc ils vont continuer d'intervenir en Irak de façon indirecte. Et une fois que le calme va être revenu, c'est peut-être là que les choses vont se passer. Mais encore là, les Iraniens, ils ont de big picture. Ils sont peut-être avides de pouvoir, d'impérialisme ou quoi que ce soit, mais ils ont la ferme intention de bien le faire. Puis ils ont tiré des leçons du passé. Ce que nous autres, on a visiblement un peu de misère à faire. Moi, j'avais une question, en fait, par rapport, tu disais qu'il y avait possibilité que, dans un scénario, encore une fois, très hypothétique, là, que l'Iran envahisse l'Irak, que le Hezbollah puisse, dans le fond, aider l'Iran dans cette entreprise-là, ce qui ferait du Liban un genre d'état vassal, ne fût-ce que sur le plan économique. Le Liban a quand même une certaine, bien que le Hezbollah, là-dessus j'en doute pas, de manière interlope, bénéficie d'un certain capital politique au Liban, il en demeure pas moins qu'il y a une structure qui est à la fois politique et religieuse au Liban qui, je pense, mettrait dans le fond un certain frein à ça, ne fût-ce que par le fait que, je me rappelle pas si c'est le président ou le premier ministre qui ne peut pas être autrement que chrétien au Liban. Donc, ouais. En même temps, il y a quelques mois, je veux dire, le premier ministre, il a fallu qu'il s'en aille jusqu'en France parce qu'il a fait être renversé par des forces plus ou moins démocratiques. Parce que ça montre qu'il y a quand même une certaine faiblesse dans le système. Ou une fragilisation. Je pense pas que ça sera aussi facilement que le Liban embarque du côté de l'Iran. Je pense que ça serait vraiment plus compliqué que ça. Puis que ça serait... T'aurais des parties du pays qui suivraient plus, certaines surtout le sud du Liban, en fait, parce que le Hezbollah, il est pas présent au nord, il est surtout présent à la frontière libano-israélienne. Ça serait assez complexe comme situation, au final. Ah, clairement, il n'y a aucun scénario dans lequel c'est simple. Ça, c'est sûr. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une chose que les Iraniens ont, que l'Arabie Saoudite aura jamais, ou du moins pas pour le moment, c'est des acolytes déterminés et motivés avec un objectif qui est très clair. Puis c'est d'asseoir une domination directe ou indirecte de l'Iran sur la région, alors que les groupes sunnites qui sont financés par les royaumes sunnites massacrent des familles sur des terrasses, puis c'est complètement incohérent, ça n'a aucun sens, puis ça contribue juste à enfoncer la région dans un chaos encore plus profond, tu sais. Fait que c'est un peu ça, les visées impérialistes de l'Iran, c'est un peu comme ça que ça se dessine. Ils font ça de façon très indirecte, très tentaculaire, très sournoise. Puis à la seconde où les Occidentaux s'en vont, ben, que ça nous plaise ou non, c'est l'Iran qui va entreprendre de
je mets des gros guillemets là-dessus, de reconstruire un peu l'ordre de la région. C'est peut-être un ordre qui fera pas l'affaire de plusieurs, mais c'est un ordre qui va aussi faire l'affaire de beaucoup. Ouais. Fait qu'il y a toute cette notion-là. Ça amène à parler justement de la confrontation un peu indirecte entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, justement. Tu avais parlé de la Syrie tantôt. Oui. Quand les étudiants syriens sont sortis dans la rue pour dénoncer Bachar al-Assad, conséquemment, il y a des forces extrêmes qui ont profité pour sortir de l'ombre. Donc, il y a des minorités sunnites qui ont commencé à remettre en question le pouvoir de Bachar al-Assad. L'Arabie Saoudite a envoyé des armes. Ça s'est fait rapidement. Donc, l'Arabie Saoudite finance les rebelles syriens. Les Occidentaux, nous autres aussi. L'armée syrienne libre, puis tout ça. Il y a les Kurdes aussi. Les Kurdes. Donc, il y a plusieurs côtés dans cette guerre civile. Tout à fait. Mais le point, c'est que les sunnites puis les Occidentaux vont essayer de renverser Bachar al-Assad. Les Iraniens puis les Russes vont essayer de le maintenir à tout prix. Ouais. Fait qu'il y a eu une guerre non déclarée entre l'Arabie Saoudite puis l'Iran, qui sont deux puissances qui saillissent pour mourir sur le plan religieux, sur le plan idéologique aussi, parce que les sunnites veulent pas perdre leur place de dominants qu'ils ont eu pendant longtemps, puis les chiites méprisent les sunnites à cause de leur clergé qui est complètement éclaté finalement. C'est ça la force des Iraniens, d'être unis dans une église qui est rigide, qui fait tuer du monde pour maintenir son autorité. Mais ça, c'est rien de nouveau, tu sais. C'est ça, parce qu'au final, on a deux États qui aspirent à être la puissance dans la région, donc l'Arabie Saoudite et l'Iran, puis qui se tapent sa gueule par pays interposés ou dans des régions interposées pour... comme les Américains et les... Exactement, puis comme les Américains et les Russes l'ont fait pendant très longtemps, le conflit au Yémen, ça a été la même affaire. Ça reste un conflit religieux, un conflit ethnique, puis chacun va soutenir les groupes qui lui plaisent quand bon lui semble, pour se servir ses propres intérêts. Dans une certaine mesure, ce conflit-là aussi est exacerbé par, d'un côté, les Américains qui supportent... La présence des Occidentaux, c'est un irritant. D'un côté, les Russes aussi vont supporter le régime iranien, puis par ça, ça devient aussi une espèce de conflit de proxy, encore une fois. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi ajouter la Chine dans ce mix-là. La Chine est en train de développer son initiative de la route et de la ceinture, Belt and Road Initiative, qui est en fait de recréer la route de la soie, comme il y avait à l'époque. Et une des pierres angulaires de ce chemin-là, dans le fond, pour connecter la Chine jusqu'à l'Europe, c'est l'Iran. Puis ça va être intéressant de voir au fil où c'est de développer des nouvelles infrastructures, des pipelines, des chemins de fer, pour favoriser le commerce et les échanges. Puis ça va être intéressant de voir au fil où ça se développe, comment ça va influencer la religion entre la Chine et l'Iran. Mais c'est vraiment aussi un des buts justement de cette politique-là, c'est de développer puis de resserrer les liens entre ces deux pays-là. Donc rendu là, c'est de voir dans 20 ou 30 ans, quand ça va être accompli, ou en tout cas s'ils réussissent à le faire, c'est quand même un projet extrêmement ambitieux qui se chiffre en trillions de dollars. Là. Mais c'est que ça va vraiment resserrer la relation entre les deux. Donc c'est ce qui pourrait aider l'Iran à assouvir son contrôle dans cette région-là, à devenir la puissance régionale du Moyen-Orient, avec le support de la Chine. C'est ça, puis c'est intéressant que tu dises ça, parce que ça, c'est une autre chose que l'Iran comprend, que l'Arabie Saoudite comprend pas. L'Iran, ils sont pragmatiques, puis leur priorité, c'est leurs intérêts. C'est pas de s'allier juste avec ceux qui sont pareils comme nous. Les Iraniens sont prêts à faire des compromis, puis sont prêts à s'allier à des brigades sunnites quand ça fait leur affaire. Ça a été observé par le passé. Fait que les Iraniens, eux autres, c'est leurs intérêts qui sont priorisés, puis ils sont prêts à s'acoquiner avec pas n'importe qui. Ils choisissent bien leurs alliés, mais si les circonstances l'exigent, ils vont pas laisser leur fanatisme entraver ça. Un peu comme, tu sais, encore là, c'est un exemple facile, mais les Allemands auraient pas dû exterminer les Ukrainiens. Ils auraient trouvé des alliés chez les Ukrainiens. Les Iraniens ne commettent pas cette erreur-là. C'est comme, oui, bon, ok, ils sont peut-être sunnites, ils sont peut-être ci, ils sont peut-être ça, mais si on peut les utiliser, si on peut les manipuler, on va le faire. On va pas s'arrêter à « on n'est pas de la même religion, on se parle pas ». Les Iraniens, ils vont plus loin que ça. Puis c'est ça qui fait que c'est dangereux comme situation, parce qu'avec l'Iran, les apparences sont toujours trompeuses. On les considère comme des islamo-fascistes, c'est pas vrai. On considère que c'est des fanatiques qui savent rien, alors que c'est pas vraiment vrai non plus. Puis on pense que justement leur fanatisme font qu'ils sont tout seuls dans leur coin. Alors que tu l'as très bien dit, c'est un pays qui est très ouvert sur le monde, la Chine, les Russes et tout ça.
Ça, c'est des conceptions qu'il faut qu'ils changent aussi. Ils sont ouverts sur un monde. Exactement, sur un monde. Ouais. C'est un peu ça les enjeux géopolitiques, là, si on veut. Là. Puis, donc en 2016, t'as l'Iran qui a signé un accord avec les États-Unis et les puissances occidentales pour arrêter le développement d'armes nucléaires. Exact. Comment ça vient jouer là-dedans, d'après toi, cette affaire-là? Puis en fait, je veux juste résumer un peu le deal, mais dans le fond, le deal qui a été signé sous Obama, c'est il arrête justement le développement d'armes nucléaires et continue d'avoir des centrales pour produire de l'énergie sous supervision de l'ONU, si je me trompe pas. En échange, l'Occident enlève des sanctions qu'ils ont imposées à l'Iran parce que ça a commencé à avoir vraiment un sérieux impact sur l'économie iranienne. On enregistre cette émission-là à la fin mars et cette semaine, Donald Trump a changé son ministre des Affaires étrangères. Il est allé chercher Mike Pompeo, qui est l'ancien directeur de la CIA, qui est ce qu'on appelle un faucon. Donc, qui est quelqu'un, un vote en guerre, qui n'aime pas le deal qui a été signé avec l'Iran. Et aussi cette semaine, il a remplacé son conseiller principal à la sécurité, qui est un des conseillers du président le plus important, pour un prénommé, je me souviens plus son prénom, mais Bolton, qui est encore plus vote en guerre que Pompeo, qui pour lui, la solution, c'est on bombarde tout de suite la Corée du Nord, on bombarde tout de suite l'Iran, on bombarde tout ce qui bouge, qui fait pas notre affaire. Le gars diplomatique, quoi. C'est un ancien diplomate. Ce gars-là a été ambassadeur. Oh! C'est maintenant, parce que dans quelques semaines, mais quand l'émission va sortir, ça va déjà être arrivé, ça va être le conseiller principal de Donald Trump à la sécurité. Ça fait déjà plusieurs fois que Trump dit que ce deal-là, c'est un mauvais deal, comme tous les deals que Trump n'a pas fait. Là. Mais essentiellement. Personnellement, je pense, j'ai l'impression que c'est vraiment une question de temps avant que le deal avec l'Iran soit annulé. Ce qui réouvre la porte à le développement d'armes nucléaires ou carrément une confrontation des États-Unis avec l'Iran. Puis, je te dirais qu'une confrontation avec l'Iran, c'est pas mal l'équivalent d'un suicide pour les États-Unis. Pour la simple et bonne raison que je pense que, ça c'est mon avis, là, mais si on entre en guerre full scale là, avec l'Iran, les chiites du monde entier vont se mettre contre l'Occident, puis ça c'est un problème de taille. Non seulement parce que intrinsèquement dans la doctrine du chiisme, il y a cette quête-là de justice puis de réparation des fautes. C'est pas juste un point dans leur église, c'est le fondement de leur croyance de rétablir un ordre qui a été usurpé, qui a été perdu. Fait que c'est dangereux là. Puis si on finance des groupes terroristes pour foutre la merde en Iran ou quoi que ce soit, les Iraniens sont capables d'en faire du trouble aussi. Donc on n'a aucun intérêt à avoir une confrontation avec ce pays-là pour la simple et bonne raison qu'il a déjà les moyens de déchaîner énormément de violence puis énormément de chaos à travers la région. Si on veut faire plus de troubles, on fait la guerre à l'Iran. C'est sûr et certain. Puis c'est que ça peut aussi impliquer la Russie là-dedans. Je veux dire, ça peut rapidement se transformer en troisième guerre mondiale. C'est un peu ça à quoi je pense depuis que je vous entends parler depuis tantôt. On dirait vraiment une répétition de la guerre froide, mais dont l'axe principal cette fois-ci serait, bien que soutenu par la Russie, cette fois-ci serait au Moyen-Orient. Ouais, puis le problème principal, c'est qu'on a un gouvernement américain qui est assez imprévisible en ce moment. Oui. Exactement. Puis je dirais même que peut-être le plus dangereux, c'est l'escalade de la crise à l'international aussi. C'est que les politiciens, surtout Trump malheureusement, ont pas l'air de comprendre ces choses-là. Ont pas l'air de comprendre qu'une problématique locale peut rapidement devenir un problème mondial si on joue pas nos cartes comme il faut. Puis, faut pas commettre l'erreur de penser qu'on fait peur aux Iraniens. Ils ont pas peur de nous autres. Ça c'est quelque chose qu'il faut s'enlever de la tête maintenant. Les Iraniens ont pas peur de nous, puis on aura beau débarquer avec nos drones puis nos mitraillettes, s'il faut qu'ils se pitchent sur nous avec des bombes après à taille, ils vont le faire. Ils vont se battre jusqu'au bout, ça va devenir un autre Vietnam. On peut pas envahir l'Iran, ça fonctionnera jamais. Ça arrivera pas. Je suis pas aussi déterministe que toi, là. Mais écoute, si on pourrait décider de faire la guerre totale à l'Iran, mais comme tu dis, ça déchaînerait d'autres forces. Non, ça serait pas une bonne idée. Exactement. Fait qu'on a
je sais pas si le reste de l'Occident serait prêt à suivre non plus les Américains dans une telle... surtout en ce moment. C'est si l'Iran ferait pas... Je pense pas que l'Iran ferait l'erreur d'attaquer en premier. Si c'était le cas, ben là, c'est l'OTAN, c'est le protocole 5 de l'OTAN qui se déclenche, c'est-à-dire si un des pays membres se fait attaquer, tous les pays sont en guerre. Ouais. Donc à peu près l'entièreté de l'Europe, nous autres, puis les États-Unis. Puis l'Iran fera jamais ça. Puis l'Iran, ça serait en tout cas assez étonnant. Le fait, dans une certaine mesure, avec le terrorisme, c'est juste que... Mais c'est pas l'État. C'est pas l'État, exactement. C'est pas... Exactement. C'est ça. Non, avec les Iraniens, ils savent qu'ils peuvent pas déclarer la guerre à l'Occident, mais ils vont tout faire pour essayer de le fissurer le plus possible. Ouais. Pour nous amener à un point où le modèle qu'on va avoir essayé d'installer au Moyen-Orient va être tellement fragilisé, tellement discrédité, tellement abîmé, qu'à un moment donné, c'est les Arabes qui vont nous mettre dehors eux-mêmes, ils n'auront même pas besoin de le faire. C'est le meilleur scénario pour l'Iran, un scénario dans lequel la présence de l'Occident est d'emblée rejetée par la vaste majorité de la population. Là, on n'aura plus le choix de s'en aller. Puis tu parlais de créer des fissures dans l'Occident, je veux dire, c'est ça qui se passe en Syrie, puis je pense que c'était un des buts de Poutine pour s'ingérer dans cette guerre-là, puis c'est peut-être en lien avec l'Iran aussi. Mais leur but, justement, c'était de mettre la marde dans ce pays-là. Puis oui, soutenir leur allié là parce qu'il y a un point stratégique pour eux autres à avoir un allié dans cette région-là du monde. Mais c'est aussi, justement, de créer cette crise-là des migrants. C'est d'envoyer des millions et des millions de migrants en Europe. Puis on sait à quel point ça aurait pratiquement pu briser l'Union européenne en 2015. Briser, c'est exagéré, mais je veux dire, ça a certainement créé des fissures. Là. Les tensions sont même encore là. Les tensions sont encore là. Là, ils ont signé un deal avec la Turquie, fait que mettons juste en Grèce, il y a comme 95% moins de migrants cette année que l'année passée à cause de ça. Fait que, je veux dire, le flot de migrants a arrêté. Fait que déjà, en tout cas, a été grandement réduit. Fait que déjà, ils ont réussi à s'en sortir. Mais ça a quand même fait des fissures dans la relation entre l'Union européenne et la Turquie. Je rappelle, sont les deux, avec énormément de pays là-dedans qui font partie de l'OTAN, donc ça vient aussi fragiliser l'OTAN. Ça vient créer ça, des fissures, c'est ça, dans l'Union européenne, dans certains pays, l'Europe de l'Est, la Hongrie par exemple, qui veut aucunement avoir de migrants, la Pologne qui en veut pas non plus, la Slovaquie, puis l'Allemagne qui ont ouvert les portes. T'sais. Ouais. Avec les conséquences que ça a eu. C'est un coup de maître, là, quant à moi. Je pense que c'est surtout Poutine qui est derrière ça, puis c'est un coup de maître d'avoir fait ça. Ça n'a pas marché totalement, mais ça a quand même eu des impacts. Ça fait beaucoup de micro-fissures dans notre structure, puis ce qui est dangereux un peu, c'est que justement, pendant que nous autres, nos blocs se fissurent, ben, les blocs orientaux ont tendance à se consolider à travers la dictature, la brutalité, le non-respect des droits et libertés. Tout ça est vrai, mais ultimement, ça marche. C'est ça qui est terrible, puis c'est ça qui est dangereux. Mais l'idée, peut-être pour revenir à l'idée principale, c'est que pour revenir aux sanctions là, sur l'Iran puis tout ça, ce qui enrage les Iraniens, je dirais, c'est que Israël a une attitude coloniale, belliqueuse, c'est une puissance occupante qui respecte pas les droits humains. Je veux dire, les Juifs arabes ont moins de droits que les Juifs qui sont descendants des Européens, là. Israël est discriminatoire même envers certains Juifs. Là. C'est une dictature. Là. Les Israéliens sont pas moins fanatiques que les Iraniens. Là. Il n'y a rien qui peut aller contre ça. Là. C'est une nation militaire. Là. Ils n'ont pas le choix non plus. Ils n'ont pas le choix, mais ils auraient pu faire le choix de rester dans leurs frontières puis de pas torturer des Palestiniens non, aussi. Non, c'est ça, j'ai vraiment pas excusé les colonies. Non, c'est ça. Non, je peux juste ramener ça un peu plus vers le centre. T'sais. Oui, c'est clair. Mais l'idée, c'est que les Iraniens, ce qui légitimise leur discours, c'est si Israël a pas de sanctions, pourquoi nous, on en a? Puis c'est hallucinant à quel point on nuit, nous autres, les Occidentaux, à nos propres intérêts en continuant de favoriser Israël, qui est une puissance occupante horrible, à mon avis, alors qu'on punit l'Iran, qui mérite d'être sanctionné pour un paquet d'affaires. Mais l'idée de base, c'est qu'il y a une injustice. On traite nos alliés différemment, puis on traite nos ennemis différemment. Puis tant il y a aussi longtemps qu'il n'y aura pas, que la communauté internationale va pas dire à Israël tu t'en vas de là, puis on ramène les frontières qui étaient prescrites au début. Tant il y a aussi longtemps qu'on fera pas ça, les Iraniens vont toujours pouvoir contester. Ils vont toujours pouvoir dire pourquoi nous autres on a des sanctions puis pas eux. Ouais. On leur donne un cheval de bataille, on leur donne ce qu'ils veulent en faisant ça. Puis encore là, ça revient à ce qu'on disait au début.
on considère l'Iran comme étant le problème, alors que c'est nos politiques qui foutent la merde dans cette région-là du monde. À la base, la géopolitique du Moyen-Orient, c'est les Occidentaux qui l'ont façonné. Ce que les dictateurs arabes ou perses ont fait après, ça c'est autre chose. Mais ça n'empêche pas que la pierre angulaire du problème, c'est nous autres qui l'a posé. Carrément. Puis l'idée, c'est que tant il y a aussi longtemps qu'on va pas vraiment appliquer les principes auxquels on prétend adhérer, ben l'Iran va toujours pouvoir dire qu'on est hypocrite. Ils vont toujours pouvoir dire qu'on respecte pas nos propres principes. Puis ils vont pouvoir continuer de nous faire chanter. Rendu là, je me demande, est-ce que ça serait juste pour nous autre de l'assumer, cette hypocrisie-là? Ben... Je parle en mon nom et pas celui du gouvernement du Canada où je travaille. Mais moi, je marche un peu sur des œufs. Mais tu sais, je veux dire, c'est ça de la géopolitique. Là. Tout le monde est hypocrite avec tout le monde à un certain niveau. Il y a pas, je pense pas qu'il y a un pays qui a pas un peu cette hypocrisie-là. Puis rendu là, on est-tu mieux juste de l'assumer comme certaines dictatures vont l'assumer, tu sais? Exactement. Puis je te dirais même que ce qui fait la force de l'Iran, c'est qu'ils l'assument justement aussi parce que, à leurs yeux et aux yeux de beaucoup de chiites au Moyen-Orient, que l'Iran soit autoritaire et dictatorial, ça va rester mieux que de toujours avoir peur qu'il y ait des terroristes sunnites qui fassent péter des bombes n'importe où. Puis l'ordre, le Moyen-Orient, je pense qu'on a atteint un point de désordre puis de misère qui va justifier l'ordre, peu importe la forme qu'il va prendre. Puis un peu comme on va tolérer la dictature, que ce soit en Allemagne nazie ou ailleurs, quand la situation est rendue tellement intolérable qu'on va accueillir le premier qui va dire qu'il va nous sauver, tu sais. Fait que il y a un peu de ça aussi. Ce qui amène au dernier point, si on veut, qui est qu'est-ce qu'on peut faire dans l'avenir pour essayer comme de gérer ce merdier-là finalement. Puis la première chose, c'est de sanctionner Israël. C'est la première affaire. Est-ce que ça va arriver? Probablement pas. Mais ça n'empêche pas que ce serait la chose à faire. Parce que si les Occidentaux sont capables de se souder autour d'une solution de paix viable qui implique qu'Israël retourne dans ses frontières et respecte les conventions internationales, ben en partant, nos relations vont se pacifier avec l'Iran. Ça, c'est sûr. Je sais pas. Moi, j'ai un gros doute parce qu'en même temps, la position d'Israël dans la région est tellement stratégique pour l'Occident, elle est tellement importante. Ouais. Tu veux pas vraiment de fissure dans cette relation-là, puis c'est des sanctions ou essayer de forcer un accord entre l'Israël et la Palestine. C'est ça que ça ferait. Fait qu'on a ce genre de dilemme-là. Exact. Parce que je vois ton point de vue, puis ça pourrait marcher, mais ça pourrait aussi empirer les choses parce que là, Israël pourrait se tourner vers d'autres alliés. Est-ce que tu pourrais venir changer la position de la Chine qui pourrait dire comme moi je vais rentrer là, tu sais. Je vais aller rallonger mes tentacules dans le monde, je vais aller me placer là dans son idée de devenir une superpuissance mondiale, tu sais. Tout à fait. Fait qu'il y a un risque qui est là, puis je pense que c'est pour ça qu'il y a autant d'extrémistes en Occident qui vont backer Israël jusqu'à la fin, tu sais. C'est ce côté-là. Voilà, c'est une boîte de Pandore. Ouais, ben c'est ça. Ça, c'est clair. Au final, peut-être qu'ils préfèrent le statu quo en ce moment, qui est l'absence de solution. Ouais. Le problème, je te dirais, avec le statu quo, c'est que dans l'immédiat, ça va. À long terme, ça risque d'avoir des conséquences assez terribles. Mais l'idée aussi, ce serait d'arrêter de traiter l'Iran comme un État paria, de lui reconnaître son rôle, puis de normaliser nos relations avec ce pays-là, de l'inviter à la table des négociations, au lieu de lui imposer des clauses. Mais c'était ça les Américains avec l'Iran en 2016. Exact. Le problème, c'est que là, on s'en va probablement dans la mauvaise direction. Ouais. Et la preuve que Obama était un politicien qui comprenait beaucoup mieux ce qui se passait, c'est que justement, Obama, lui, va favoriser le retrait des troupes d'Irak, retrait progressif, encore là, pas partir la queue entre les deux jambes comme au Vietnam, ne pas répéter cette erreur-là, mais aussi de normaliser nos relations avec l'Iran. Obama, il avait fait quelque chose d'intéressant, puis c'est une première étape, en tout cas. Une première étape qui serait bénéfique pour l'ensemble de la région, parce que les Occidentaux et les Iraniens ont intérêt à ce que les choses se calment au Moyen-Orient. Les deux ont intérêt, puis on peut même rentrer Israël là-dedans. Si Israël était capable de normaliser ses relations avec le Liban, avec le Hezbollah, ben conséquemment, c'est les bras armés de l'Iran. Donc, conséquemment, les relations pourraient se stabiliser dans cette région-là. Puis Israël a ce besoin-là d'ordre aussi, comme l'Iran.
Fait qu'ils ont beau saillir pour un paquet d'affaires, l'Iran, ça ferait bien son affaire qu'Israël, dans une certaine mesure, continue d'occuper pour maintenir l'ordre. Encore là, les Iraniens sont pragmatiques. Ça les fait chier qu'il n'y ait pas de sanctions internationales pour les colonies, mais en même temps, est-ce que c'est mieux ça ou qu'on ait une paix durable sous la coupe d'Iran puis d'Israël, qui sont les seules puissances qui sont capables, qui ont la force puis la cohésion intérieure pour maintenir l'ordre dans la région. Fait qu'il y a ça d'une part. Ça prendrait probablement soit un moratoire ou une convention sur le prix du pétrole aussi, advenant que les ressources en pétrole changent de main, si on veut. Il va falloir que ça se fasse aussi. Puis aussi un statut international pour la Mecque puis Médine. Ça, c'est vraiment intense. Là. Ça, c'est une autre ligue d'enjeux. Là. Mais les analystes sont quand même d'accord pour dire que, à cause de la perception d'usurpation, le schisme dans l'islam et tout, l'Iran veut contrôler une partie de la Mecque et de Médine pour la symbolique, pour des raisons religieuses, pour toutes ces choses-là. Donc que ces deux villes-là aient un statut ou des zones démilitarisées ou blablabla, c'est pas forcément une mauvaise idée. Que ce soit une genre de zone internationale. Exactement. C'est juste rappeler pour nos auditeurs qui sont peut-être moins au courant de ça, mais dans le fond, au final, selon les enseignements de Mohammed puis tout ça, puis dans le Coran, c'est qu'un bon musulman doit aller au moins une fois dans sa vie à la Mecque. Exactement. Pour faire un pèlerinage. Le pèlerinage. Donc là, c'est ce qui est beaucoup plus difficile pour les Iraniens, vu la confrontation avec l'Arabie Saoudite, les tensions entre les deux pays. Exactement. Puis, peut-être une dernière chose aussi, c'est qu'il faudrait peut-être mentionner, c'est qu'on aurait peut-être avantage, puis ce serait vraiment un bouleversement dans nos valeurs, dans la façon dont on fait de la politique étrangère, mais les Américains et l'Occident en général auraient intérêt à abandonner les royaumes sunnites. Tranquillement, pas vite. Puis pas les abandonner du jour au lendemain, puis ok, bye, on s'en va. Mais juste amorcer une transition dans nos intérêts géopolitiques. Parce qu'en ce moment, dans le Golfe Persique, il y a la 6e flotte américaine qui est là. Et c'est la seule chose qui fait en sorte que l'Iran débarque pas en Arabie Saoudite. Parce qu'en Arabie Saoudite, pendant qu'on construit des Burj Khalifa puis des pistes de ski intérieures en plein milieu. Émirats, royaume sunnite en général, tu sais. Pendant que les rois sunnites vivent dans cette opulence-là, puis qui s'entêtent à maintenir un statu quo religieux qui n'a pas d'allure, à encourager des groupes qui foutent de la merde à la grandeur du continent, mais les Iraniens, eux autres, ils ont des bras armés qui sont cohérents, ils ont des disciples extrêmement motivés partout, puis il y a des chiites en Arabie Saoudite aussi. Puis il y en a bien gros. De la population, puis il y en a bien gros du monde en Arabie Saoudite qui serait content de voir l'Iran rentrer. Mais c'est là que ça va être intéressant de suivre ce qui se passe dans les prochaines années. Depuis 2017, il y a le nouveau prince héritier, Mohammed Ben Salman, en Arabie Saoudite, qui est plus progressiste justement. Je pense que ça va être intéressant de voir ce développement-là. Il est clairement anti-Iran quand même, là, mais je veux dire, ce côté-là religieux va peut-être être moins présent pour les prochaines années, même décennies à venir. Fait que je pense que ça peut changer la situation à ce niveau-là. Tout à fait. Puis ça amène un peu un autre point qui est que si on veut changer nos relations avec les royaumes sunnites, ben d'avoir des leaders plus progressistes puis qui vont comme shaker le statu quo un peu, c'est peut-être ça que ça prend justement. Fait que le bottom line de tout ça, c'est que faut qu'on change nos perceptions de cette région-là parce que on ne sert pas nos intérêts en faisant ça. Faut arrêter de voir l'Iran comme un problème, puis au contraire le traiter comme un pays qui pourrait faire partie de la solution, comme on a traité la France comme un pays qui devait faire partie de la solution après l'épisode de Napoléon, comme on n'a pas fait avec l'Allemagne après la Première Guerre. Fait que il y a des leçons là, dans le passé. L'Europe a connu là, des périodes comme celle-là, des périodes de crise où les institutions fonctionnaient pas, il y a des ordres sociaux qui se sont effondrés. L'Occident a passé par ces choses-là aussi. Ce serait intéressant de revisiter ça. Ce serait intéressant de revisiter ça puis de voir c'est quoi les erreurs géopolitiques qu'on a faites dans le dernier siècle puis de pas commettre cette erreur-là parce qu'on peut ne pas être d'accord avec le fait qu'un pays soit gouverné par la charia, mais il n'y aura pas une démocratie libérale demain matin. Fait que tant qu'à leur dire que c'est des voyous, on pourrait essayer de comprendre ce qui se passe puis essayer de leur donner une partie de ce qu'ils veulent pour avoir une partie de ce qu'on veut nous aussi. Bref, la diplomatie. Diplomatie, en gros. Merci beaucoup, Anthony. C'était fort intéressant. Extrêmement intéressant. Ça fait plaisir. Vos points de vue aussi amènent beaucoup de volets intéressants également. C'est quand tu donnes des cours, là? On se pointe dans ta classe. Un séminaire
Ah, ben là, j'aimerais ça. Mais je finisse mon bac. Bon, va falloir retourner en secondaire 2. Ouais, c'est ça. Fait que, évidemment, j'ai peut-être une petite recommandation si jamais le sujet intéresse. Robert Bauer, B-A-U-E-R, ancien analyste de la CIA. Comme les patins. Comme les patins Bauer, okay. tout à fait. Même famille. C'est comme Jack Bauer dans 24. C'est pas disponible au Canadian Tire, malheureusement. Mais non, lecture fort intéressante, qui est presque comme un roman en fait. Ça se lit bien, c'est vraiment bon, c'est bien expliqué. Lecture enrichissante. Le titre du livre, c'est Iran. Iran, tout simplement. En grosses lettres rouges, c'est pas trop tough. Super, ben, encore une fois, merci. Merci à vous. Chers auditeurs, on vous rappelle, on est disponible sur iTunes. S'il vous plaît, nous laisser 5 étoiles, des commentaires, ça nous permet, j'ai l'impression de parler comme tous les autres podcasts, mais il faut le faire. Ça nous permet de monter dans les algorithmes, donc il y a plus de gens qui peuvent voir ce qu'on fait, puis on fait plus d'auditeurs, puis ben, ça serait le fun de même. On est aussi disponible sur Google Play, sur SoundCloud, sur YouTube. Likez notre page Facebook, on jase là. Pas de point d'exclamation parce qu'on peut pas mettre de point d'exclamation sur les pages Facebook pour une raison inconnue. Comme je disais un peu plus tôt dans l'émission, en fait, c'est ça, on enregistre en ce moment plusieurs émissions avant même de lancer le podcast, donc on est au mois de mars. Si vous avez laissé des commentaires, des suggestions, des choses qu'on pourrait améliorer, ça va prendre encore quelques semaines avant qu'on puisse réagir parce que ben on se prend d'avance pour enregistrer, c'est un peu le défaut de ça, mais bon, on vous écoute, on vous lit, on va vous lire. Bref, merci tout le monde et à la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Salut.